Mathieu Serron, on te voit régulièrement sur BFM Business présenter ton point de vue dans le cadre du match des traders quand Jean-Louis n'est pas là ou est occupé. Ça fait maintenant pas mal d'années que tu travailles chez Perceval Finance Conseil, que tu trades ici. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter ton rôle et ton parcours sur les marchés financiers ? Salut Fabien. Eh bien moi j'ai commencé la bourse il y a environ 10 ans, donc d'une manière assez intensive, professionnelle. Et j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Louis assez rapidement, donc c'est lui qui m'a formé. Je suis un pur produit de la maison Perceval. Et je bosse donc dans la structure Perceval depuis 7 ans. Donc j'ai évolué au fur et à mesure. Au début je secondais un petit peu Jean-Louis pendant les formations, un petit peu BFM aussi, et là je prends un petit peu plus d'ampleur en participant davantage pendant les formations. Donc on anime vraiment les formations à deux. Donc toutes les formations que nous faisons, nous les faisons Jean-Louis et moi. On anime un forum audio, donc la salle des marchés, que vous pouvez voir sur notre site internet, donc la salle des marchés. On l'anime tous les deux également, donc questions-réponses en temps réel. Et voilà, et moi je trade également, évidemment. Puisque c'est quelque chose. Nous, c'est notre base de travail, c'est le trading. Donc, on estime qu'on a des bonnes idées. On en fait profiter nos clients via des abonnements, mais on fait également les opérations pour nous. On fait surtout les opérations pour nous. Donc, quand on propose des niveaux d'intervention, que ce soit sur BFM, via le trade du jour ou via notre salle des marchés, ce sont des niveaux sur lesquels nous sommes placés. Nous réalisons réellement les opérations. Et donc, moi, ça fait 10 ans que je trade à plein temps, avec des débuts difficiles, comme pour tout le monde, je pense. Et voilà, un travail à faire sur soi. C'est une mécanique de précision. Il faut apprendre dans un premier temps les bases, les fonctionnements des marchés, et puis ensuite, se perfectionner, progresser sur soi également, puisque il y a une partie de technique, mais il y a une grosse partie de psychologique, de mental. Donc voilà, il y a un gros travail à faire sur soi, et c'est vrai que moi, ça fait donc 10 ans que je fais ça, je me sens de plus en plus à l'aise, je maîtrise les différents outils, comme moi je travaille énormément les futurs, donc le futur sur le CAC, les options également. Donc moi, le gros de mon travail, le gros de mes opérations, c'est sur le futur CAC ainsi que sur les options. Et à la marge, je vais travailler les actions quand il y a des opportunités. S'il n'y a rien, eh bien, je ne me force pas à saisir des opportunités sur les actions, j'attends qu'il y ait des jolis signaux. À la marge également le DAX, quand je m'ennuie un petit peu sur le CAC, eh bien, je vais sur le DAX pour réaliser quelques écarts. Et également l'eurodoll. Il y a des vraies différences entre le DAX et le CAC. Aujourd'hui, on a quand même une vraie corrélation entre les différents indices majeurs. Moi, j'ai pas assez de recul pour savoir si ça a toujours été le cas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a une corrélation très forte entre les différents indices, ou est-ce que ça amène encore l'intérêt plutôt de s'intéresser au DAX qu'au CAC, hormis la différence de points ? Non, chaque indice a sa vie, et je pense qu'il est très important lorsque on travaille le CAC de regarder le CAC, quand on travaille le DAX de regarder le DAX, quand on travaille des marchés américains de regarder l'indice ou l'action en question. Chaque indice a vraiment sa vie. Alors évidemment, nous sommes dans des économies qui sont mondialisées, donc voilà, Total qui est coté sur Paris, Euronext Paris, fait pas ses affaires en France. Évidemment, tout est mondialisé, donc tout est lié, mais il suffit de comparer par exemple l'indice CAC 40 et le S&P aux États-Unis, en prenant du recul, les graphiques sont pas du tout les mêmes. On a des S&P qui bat des records quotidiennement. Nous, on piétine depuis pas mal de temps. Donc non, chaque indice a sa vie, et je pense que c'est une erreur de se dire ah bah non, mais le CAC baisse parce que les marchés américains baissent. Non, c'est une erreur. Et on a vu et on verra encore des phases où les marchés américains baisseront, les indices européens ne baisseront pas, et vice versa. Donc il est très important quand on travaille un sous-jacent, donc comme par exemple le CAC 40, de regarder l'évolution de celui-ci. Alors après, on peut très bien, notamment pour des confirmations de signaux, ce genre de choses, s'il y a un signal sur le CAC un petit peu douteux, regardez où en est le DAX, ou regardez où en est l'Eurostoxx, qui représente davantage les marchés européens, qui est un gros marché d'arbitrage, l'Eurostoxx, plus que de spéculation. Mais on peut très bien regarder, voilà, un petit signal quand on a des doutes. Mais il faut regarder le CAC quand on travaille le DAX, travailler le CAC et regarder le CAC, travailler le DAX, regarder le DAX, c'est très important. Ok, aujourd'hui c'est le Traders Day, un événement que vous lancez ou que vous faites de nouveau en tout cas, parce que vous avez déjà organisé ce type d'événement il y a quelques temps.
Ce matin, ça s'est assez bien passé. On a eu un retour notamment de Thomas dans la salle des marchés qui nous décrivait une prise de position qui s'est bien faite sur le point bas qu'on a marqué. Comment vous sentez l'après-midi? Pour l'instant, c'est assez calme, mais à 15h30, les Américains vont revenir. Et comment vous préparez justement cette session américaine? Ben c'est vrai que ce matin c'était pas mal, il y a eu un petit peu de volatilité, contrairement aux jours passés où c'était un petit peu calme. Vendredi par exemple, il n'y avait pas de grosses opportunités. C'est vrai que ce matin on a pu faire pas mal de choses, on a pu réaliser de beaux écarts. Cet après-midi, bon, ben pour l'instant il se passe rien. Depuis 13h, le marché bouge dans 5 points, donc c'est pas significatif. En tout cas, c'est pas suffisant pour nous réaliser des écarts. Là, le futur vaut 5255. Alors pour tout vous dire, on va déclencher une impulsion haussière au-dessus de 5260. On est déjà placé pour jouer ça. Donc dans l'idée de profiter d'un petit rebond et d'une poursuite au-dessus de 60 qui pourrait nous ramener vers 75-80. Et si jamais le marché part à la baisse, eh bien, à l'approche de la zone des 5230-35, eh bien, on va tenter un petit achat. Donc, ça sera ce que l'on dit un achat par anticipation. On achètera un petit peu, contrairement à un signal où là, on y voit un petit peu plus. Donc, la rupture des 5260 est davantage un signal. C'est un signal d'achat. Donc, on va y aller d'une manière un petit peu plus forte en termes de quantité, avec un délai de confirmation qui doit être assez rapide. Et si jamais le marché revient vers 30-35, voilà une petite anticipation dans l'idée de réaliser, comme on l'a fait ce matin, des petits écarts à l'achat, puisque pour l'instant, la situation sur le CAC, et cela dure depuis plusieurs semaines, on a un billet qui est haussier, mais un marché qui reste extrêmement hésitant, qui fait du surplace, il tourne autour entre 5220 et 5320 depuis pas mal de temps. Donc on va continuer à jouer une poursuite de cette hésitation là, et tant que le marché n'envoie pas de signaux de faiblesse, eh bien on va continuer à travailler dans le sens achat-vente. Alors c'est vrai que l'on ne profite pas des retracements durant cette phase-là, mais on continue de travailler dans le sens achat-vente, et ça on le fait depuis très longtemps, depuis que le signal d'achat a été déclenché, donc ça commence à dater un petit peu, et d'une manière systématique on a pu gagner, puisque le niveau de retournement n'a jamais été atteint. Donc je dis pas qu'on a systématiquement acheté sur des points bas pour revendre sur des points hauts, ce n'est pas le cas, et encore ce matin on a réussi à acheter, c'est vrai, proche du point bas, mais on avait également payé un petit peu plus cher, donc on est passé par une phase de moins-value à gérer, mais la perte fait partie du trading, donc là on avait une moins-value à gérer, on n'a pas paniqué, on avait vraiment les idées claires sur nos niveaux de retournement, et on estimait de toute façon que tant que le marché, et on estime toujours que tant que le marché évolue au-dessus de 5210-30, eh bien les probabilités de rebondir restent importantes. Je dis pas de poursuivre à la hausse, puisqu'on voit bien qu'il manque de carburant à l'approche des 5320, mais les probabilités de rebondir restent importantes. Donc voilà, nous dans notre trading, c'est comme ça que l'on déroule notre plan, avec un scénario, on joue des poursuites de situation. Donc là, on a un marché qui est hésitant, on joue une poursuite de cette situation-là. Et le biais étant haussier, on travaille principalement dans le sens achat-vente. Donc on essaie d'acheter pour revendre plus cher. Et tant pis si parfois on n'achète pas au plus bas, on accepte de conserver des positions éventuellement pendant plusieurs heures, voire même jusqu'au lendemain, considérant que le biais haussier, à un moment donné, l'emportera et on aura une porte de sortie satisfaisante qui nous permettra de solder l'opération. Très bien. Ce matin, c'était assez spécifique. Alors, en ce moment, tu l'as dit, vous travaillez dans le sens uniquement achat-vente, mais c'est assez hésitant. On reste dans les mêmes bornes depuis pas mal de semaines maintenant. Ce matin, typiquement, on a eu une accélération baissière assez franche à l'ouverture et un retracement total de cette dernière. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle on assiste à ce type de mouvement? Est-ce qu'il y a vraiment une information fondamentale? Je sais qu'il y a eu Draghi, mais je ne sais pas si c'est directement lié à cela. Est-ce que c'est des algos? Jean-Louis parle souvent d'algos. Bref, est-ce que vous comprenez la logique qu'il y a derrière un mouvement franc entièrement retracé quasiment aussi rapidement? Il y a une logique fondamentale et une logique technique. Pour expliquer le mouvement de ce matin, on a le secteur automobile qui a été attaqué, donc avec des Valeo, des Peugeot, des Renault qui étaient en forte baisse, notamment liés à General Motors et à l'affaire Takata, là, la boîte japonaise qui y dépose. Enfin, en tout cas, qui a des difficultés. Alors, je ne sais pas s'ils déposent, mais en tout cas, ils ont des grandes difficultés. Donc, c'est ce qui explique la baisse. Ensuite, qu'est-ce qui explique la reprise? Comme tu le disais, c'est Hop, ça c'est le forum, je coupe le son. Qu'est-ce qui explique la reprise? Eh bien, c'est voilà, Draghi, un discours. Alors, je sais même pas ce qu'il a dit, je l'ai pas du tout écouté. Mais on a eu une réaction sur les indices, mais on a eu également une réaction sur l'eurodoll qui a pris 70-80 pips en peu de temps. Donc, évidemment, on peut pas nier que Draghi ait fait bouger les marchés, mais
en plus de tout ça, on a des logiques techniques. Voilà, tu parlais de trading algorithmique, mais évidemment, dans des marchés qui sont creux en termes de flux d'investisseurs, eh bien, la spéculation et le trading algo prennent de l'ampleur. Donc voilà, le marché bouge dans du beurre, parfois avec violence, puisque les mouvements sont amplifiés par de la spéculation qui se prend les pieds dans le tapis et par des algos qui vont provoquer voilà, des poursuites de mouvements pour pas grand-chose. Et en ce moment, on retrouve vraiment ce phénomène-là, mais sur de courtes périodes, mais également sur de longues périodes, puisque ces derniers temps, quand le marché a pris une direction, qu'est-ce qu'il a arrêté? Eh bien souvent c'était la clôture. Donc quand il ne se passe rien, la spéculation ne fait pas grand-chose, les algos tournent peu ou pas, donc le marché ne bouge pas du tout. Par contre, quand le marché commence à bouger, la spéculation peut se retrouver sous pression, en tout cas va animer un petit peu et provoquer des écarts, et le trading algo va amplifier tous ces mouvements-là. Donc c'est ce que l'on rencontre énormément en ce moment, car les gérants sont, je ne vais pas dire absents, ça serait exagéré, mais en tout cas ne font pas grand-chose, sont largement sous-investis, et donc il y a une prépondérance de la spéculation et du trading algo. Ok, si tu as encore un peu de temps, on a beaucoup parlé là donc des indices, tu as rapidement évoqué le Forex avec la paire euro-dollar, mais ce sur quoi vous mettez l'accent, c'est aussi les actions en elles-mêmes. Est-ce que c'est un trading complètement différent, ce qu'on peut faire sur indice que ce qu'on fait sur une action? Peut-être les repères ne sont pas les mêmes, les outils utilisés, peut-être les volumes plus importants ou différemment utilisés sur action? C'est très différent. Construire une stratégie sur un indice et sur des actions, c'est différent dans la mesure où un indice, vous allez surveiller l'indice tous les jours, vous allez construire une stratégie par rapport à cet indice-là, alors que des actions, rien que sur Euronext Paris, je ne sais pas le nombre exact, mais il y en a facilement entre 1500 et 2000. Donc on ne peut pas travailler un indice et 2000 actions de la même façon. Donc il faut se créer des outils qui vont permettre de détecter des configurations sur des actions. Donc ces outils-là, ça peut être voilà, des screeners basés sur des volumes. Nous, on utilise énormément des screeners basés sur des variations de volume. Donc, on va comparer des volumes pour détecter des valeurs qui ont des volumes, entre guillemets, anormaux, puisqu'on va considérer que ces valeurs-là font l'objet d'intérêt, donc cet intérêt-là peut se poursuivre, donc on va concentrer notre attention sur ces valeurs-là, et c'est pour ça que par exemple de 2000 valeurs sur Euronext, eh bien on va nous en surveiller par exemple 20, et cette liste-là elle va changer en permanence, puisque ce sont pas toujours les mêmes valeurs qui font l'objet de volume, et donc quotidiennement on peut, c'est possible pour l'homme, pour l'œil humain de surveiller 20 valeurs, il suffit soit de les afficher sur un même écran, on peut mettre 15-20 valeurs facilement, ou alors les passer les unes après les autres, les regarder graphiquement les unes après les autres. Mais oui, c'est différent. Autant les volumes sur les indices, ça sert à rien de les regarder, puisqu'il peut y avoir de l'arbitrage entre de l'indice, entre du futur, un panier d'actions, entre des options du futur. Donc c'est pas significatif de regarder le volume sur les dérivés notamment. Par contre, quand on travaille les actions, oui, il faut regarder le volume. Et plus on va travailler des petites valeurs, et plus il faut regarder le volume. Évidemment, une valeur comme Total ou Sanofi, eh bien, elles ont des volumes qui sont réguliers. Par contre, quand on travaille des plus petites capitalisations, du Biocinex, du Nicox, ce genre de valeurs, évidemment, il faut regarder les volumes. Mais il y a des choses intéressantes à faire sur les actions aussi, mais c'est assez cyclique. Parfois, il y a vraiment rien. On passe par des phases où il y a vraiment pas grand-chose à faire sur les actions, et par moment, il y a tout qui déclenche en même temps. Donc, c'est pour ça que moi, je travaille les actions un petit peu à la marge. J'y vais quand il y a de belles opportunités. Voilà, ces derniers temps, on avait joué EDF, par exemple. Vous voyez, c'est un signal qui a été sympa à jouer, qui a donné de bons résultats avec une confirmation rapide. C'était propre, c'était bien. Mais je ne me force pas à travailler les actions. Par contre, d'une manière très fréquente dans ma journée, je vais faire des opérations sur le CAC 40, éventuellement couvert ou pas sur des options. Je vais travailler un petit peu le DAX et un petit peu l'eurodoll également. Donc vraiment, je pense qu'il faut travailler les actions. Il faut être encore plus opportuniste sur les actions que sur les indices. Très bien. Pour finir sur les formations que tu dispenses, puisque désormais tu animes une part significative de ces dernières, est-ce que tu peux nous parler des prochaines dates là vers l'été, donc peut-être ça va être moins dynamique et vous allez revenir à la rentrée. Quels sont les prochains thèmes qui seront abordés et est-ce qu'il y a des nouveautés à attendre? Est-ce que ce type d'événement, par exemple comme le Traders Day, est amené à se répéter?
Traders Day s'est amené à se répéter, je pense que oui. Ceux qui participent sont plutôt contents. C'est vrai qu'on a une séance qui s'y prête, donc tout le monde est content. Nous, on a pu faire pas mal d'opérations, eux aussi. Ils ont pu suivre. Et à midi, ils étaient déjà ravis, ils avaient fait leur journée. Des nouveautés à la rentrée, oui, puisque on va élargir notre offre sur le trade du jour, puisque depuis 2014, on a lancé un service de notification donc que les abonnés reçoivent sur leur téléphone. Donc de notification sur le CAC, sur le DAX, sur l'Eurodoll. Et donc à partir de septembre, cette gamme va être élargie aux actions. On est en train de réfléchir à mettre ça en place. Donc on va donner des signaux sur des actions. On continue les formations sur le futur, bien évidemment. La semaine prochaine, on fait une formation à Bordeaux, puisqu'on a des bureaux à Bordeaux également. On fait une formation future et options à Bordeaux. Au mois d'août, nous sommes fermés. Donc on fait une petite formation début août. Moi, je parle le 11 août. Donc on fait une petite formation sur le Forex début août. Et sinon, ensuite, pendant tout le reste du mois d'août, nous sommes fermés. Nous recommençons en septembre. Et donc, on continue aussi le forum audio, donc la salle des marchés qui a été créé en 2007 et que j'anime avec Jean-Louis depuis 2010. C'est des questions-réponses en temps réel, donc ce qui est très bien c'est une suite logique, on va dire, de nos formations. C'est questions-réponses temps réel, propositions de niveau d'entrée, de stratégie. Donc ça permet de ne pas être tout seul. Et je pense que c'est très utile d'être accompagné, d'avoir un avis objectif. Quand on fait de la bourse, parce qu'on peut rapidement péter les plombs et se conforter dans des idées puisqu'on est pollué par nos positions, et c'est important d'avoir un avis objectif, et nous c'est ce que l'on apporte à nos abonnés. Très bien, je voudrais juste terminer sur une chose, ce sont les options. On n'en a pas parlé, tu viens de présenter quelques formations qui traiteront comment tu utilises les options. Est-ce que c'est plus à des fins de couverture? Est-ce qu'il y a des vraies stratégies qui sont montées selon les contextes de marché par rapport à ça? Alors des stratégies sur les options, et il en existe une quantité quasiment illimitée. On peut monter plein de stratégies. Moi, dans mon trading régulier, je vais en monter 3-4, on va dire. Et en fonction de la volatilité, puisque dès qu'on travaille les options, il faut avoir des notions sur la volatilité, avoir connaissance, est-ce que la volatilité est élevée, est-ce qu'elle est plutôt faible, puisque le prix des options n'est pas le même en fonction de ce paramètre-là. Ça peut être à des fins de couverture via du futur. Par exemple, là, ce matin, c'est ce qu'on leur proposait là sur le live. On était sur un point bas, je proposais à certains, si vous souhaitez acheter, mais que vous ne supportez pas le moindre écart négatif, couvrez-vous sur des options en achetant par exemple du put. Donc une stratégie comme ça s'appelle du call synthétique. L'idée étant d'accumuler des écarts sur le futur, et si jamais j'ai eu tort, le marché part à la baisse, le put couvre cette position-là. Ça peut être également pour jouer du directionnel. Je pense que le marché sur un point bas, je pense qu'il va rebondir, mais j'ai pas envie d'acheter de futur, je vais acheter du call. Voilà, on peut jouer comme ça, puisqu'on est en basse volatilité en ce moment, on va privilégier des stratégies à base d'achat d'options. Et lorsque la volatilité est plus élevée, on va vendre des options, et notamment travailler par exemple en strangle, c'est-à-dire vente de call, vente de put, si on pense que le marché va évoluer entre certaines limites. Si on veut le jouer davantage en termes de directionnel et jouer des potentiels de hausse-baisse qui sont épuisés, on va vendre par exemple sur des points bas des puts, vendre sur des points hauts des calls. Ça peut paraître assez basique ce que je dis, mais c'est vraiment comme ça que l'on travaille. Et pour vous donner un exemple, avant les élections du premier tour en France, il y a eu une fenêtre de volatilité qui était intéressante. Il y avait un petit peu de nervosité sur le marché, la volatilité a augmenté, et on a pu vendre pas mal d'options, et rien que l'effet des élections, le soufflet est retombé, la volatilité s'est effondrée, et donc on a profité de la baisse des primes des options que nous avions vendues. Donc il y a énormément de choses sur les options, il ne faut pas croire que c'est compliqué. Il y a des principes de base à connaître, mais ensuite, dans les stratégies que l'on va mettre en place, elles sont quand même assez limitées en termes de nombre. C'est pas la peine. Nous, par exemple, en formation, on apprend 15 stratégies sur les options. Mais ce qu'on leur dit, c'est sur ces 15 stratégies-là, il y en a que vous mettrez jamais en place. Moi, il y en a que j'ai jamais mis en place. Parce que c'est des stratégies un peu biscornues. On va jouer davantage des stratégies directionnelles, ou alors on va se servir des options pour couvrir des positions prises sur du futur en termes de directionnel, hausse, baisse ou autre. Merci Mathieu pour toutes ces réponses. Bon trade pour la session américaine. Merci bien.